Bonjour à tous. Voilà, alors donc ça c'est un retour d'expérience avec Arnaud Conrad-Brouga de CD31 qui a une année d'expérimentation autour de la plateforme Low Code No Code Convertigo. Et donc on va vous présenter ce retour d'expérience. Juste quelques mots sur ce que c'est que Convertigo. Donc nous sommes un des acteurs aujourd'hui français sur les plateformes Low Code No Code. En gros, nous avons commencé en 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Bien sûr, vous savez que l'intelligence artificielle nous intéresse tous. Donc, la plateforme a intégré bien sûr de l'IA depuis. Nous avons à peu près 45 clients dans des grands comptes, en France et à l'étranger, et nous avons, on peut estimer aujourd'hui 1 million d'utilisateurs finaux, parce qu'on a pas mal de nos clients qui ont en fait eux-mêmes beaucoup de clients grand public qui sont derrière, donc c'est à peu près le nombre de personnes qui sont derrière. Et voilà à peu près ce que c'est que la plateforme Convertigo. On va passer sur le slide suivant et puis expliquer en 2 mots ce que c'est que la plateforme. Convertigo, c'est une solution plateforme totale qui permet de développer des applications au sein de vos organisations. Nous sommes une plateforme dite full stack, ça veut dire qu'on va s'intéresser de la donnée jusqu'à l'interface utilisateur. Ça veut dire simplement pas faire une interface utilisateur, mais aussi les processus, le traitement de la donnée et le stockage de la donnée qui est derrière, qui nous intéresse. Une des caractéristiques de Convertigo, c'est notre capacité à nous connecter avec plein de connecteurs que vous voyez en dessous. On en a à peu près 300 et tous les jours la bibliothèque augmente grâce à notre politique open source. Et donc c'est une plateforme qui est plutôt orientée DSI, ça veut dire qu'elle est faite pour des professionnels de l'informatique qui vont pouvoir développer ces applications. Mais elle a 2 axes, un axe low code qu'on va développer ici aujourd'hui dans ce Rex. Donc ce Rex sera simplement sur la partie low code de Convertigo. Il faut savoir que nous avons aussi bien sûr une partie no code pour les développeurs citoyens. Alors c'est quoi un développeur citoyen? C'est un développeur qui ne va pas à la guerre, en fait. Ça veut dire, c'est un mot anglo-saxon qui dit un développeur qui n'est pas sachant, qui ne sait pas développer des applications, qui n'a aucune compétence technique. Sachez que la plateforme peut gérer les 2 modes disons, de développeur. Et donc, je passe la parole d'Arnaud, qui a 1 an d'expérimentation et d'usage sur la plateforme Convertigo, et qui va faire son retour d'expérience dessus. Voilà, merci. Merci Olivier. Oula, peut-être un peu fort. J'ai l'impression de crier fort. Je confirme. Vous confirmez? Ça c'est fort. Ouais. Bon, donc bonjour à tous, mais je m'appelle Arnaud Conrad-Brouga, je suis chargé de mission innovation au conseil départemental de la Haute-Garonne. Merci pour le volume. On a effectivement utilisé depuis 1 an l'approche low-code, pas no-code, mais low-code. Donc je vais plutôt parler d'usage et quelques screenshots de nos applications développées, plus que de techniques réellement. Quelques mots pour vous présenter le contexte, la timeline de notre projet, puisque en 1 an, il s'est quand même passé pas mal de choses, même si on simplifie au niveau d'un slide. Quels sont nos choix techniques, comment on a décidé d'implémenter, de monter en compétence, parce qu'on est parti d'absolument zéro sur ça. 3 slides pour vous présenter nos 3 applications, nos résultats, et puis bilan évidemment à la fin. Alors on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas si vous avez des questions interactives, hein, on le fait sans souci. Alors notre contexte, il est très institution publique. Je dirais il est assez classique, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de directions métiers, on a 7600 agents, on a 120 métiers, on a je ne sais plus combien, 600 directions, sous-directions, services, etc. Enfin bon, c'est une administration assez importante. Et on a une DSI qui est extrêmement importante aussi, qui met en place des SI spécifiques. SI Finance, SI RH, SI Commande publique, SI, etc., etc. Et voilà. Et donc dans CSI, il y a des très grosses applications qui sont les mêmes applications qu'on trouve un petit peu partout dans les services publics, mais ce sont des grosses applications. Et entre CSI, donc ces blocs, il manque des petites applications, il manque des petits bouts, des petites choses que notre DSI, nos développeurs, nos PHP, là, nos compétents, n'ont pas le temps de développer, parce qu'eux, ils sont plutôt sur des grosses applications, ils sont sur des gros systèmes, et donc ils ont un roadmap de développement et d'occupation sur plusieurs années. Et donc quand on leur demande quand une direction métier leur demande des petites applications entre ces grosses briques de SI, ben, la réponse elle est un peu toujours la même, c'est ils n'ont pas le temps en fait de faire ce genre de choses. Donc moi, venant d'arriver dans l'institution, j'avais la chance de ne pas avoir ma roadmap et mon planning booké sur 2 ans, donc on s'est dit on va prendre ça. Il se trouve que les technologies aujourd'hui sont plutôt bien alignées sur le low-code, ça marche bien, etc. Donc on s'est dit on va créer une équipe expérimentale de développement low-code pour
c'est un élément de langage chez nous, développer ces petites applications entre les gros SI, mais petites, c'est vraiment un élément de langage chez nous, parce qu'en réalité, on peut faire des applications très importantes. Si je peux faire une petite parenthèse, le low-code permet de faire des petites applications, mais je vous dis, on peut faire des applications très grandes et très stratégiques aussi, contrairement à certaines croyances. On devrait démystifier ça. Là, il s'agit d'un retour d'expérience sur des petites applications. Petite parce que c'était chez nous un élément de langage pour ne pas faire de l'ombre aux grandes applications. Donc c'est vraiment un élément de langage chez nous. Quand on a une application, la troisième, qui va être déployée pour 7600 agents, bon, la notion de petite est quand même très relative. Quand vous avez fait Darty, tous les vendeurs de chez Darty, bon, c'est une notion qui est quand même très relative. Voilà. Notre approche, elle était aussi de se dire, on a des irritants, on a des aiguilles dans les pieds, donc il faut arriver à développer ces applications-là pour rendre service aux directions métiers. Ce ne sont que des besoins qui viennent des directions métiers, on n'a rien inventé. Ça permet de lutter typiquement contre le shadow IT, on l'a tous connu, le fichier Excel magique qui a été développé par une personne qui est partie, qui a des macros incroyables, il y a des données ultra confidentielles dedans qui se sont envoyées par mail, les fichiers sont trop gros, qui ne rentrent plus dans le travail collaboratif à distance, en télétravail avec du Teams, etc. Bon. À peu près toutes les directions ont ça, et donc il a fallu commencer à travailler, à sécuriser ce genre de choses, qui est un boulot permanent, une préoccupation permanente de la DSI, et donc moi je ne faisais qu'apporter une brique supplémentaire à la DSI sur ça. Et donc on a décidé de créer une équipe expérimentale autour des technologies low-code pour tester. Voilà. D'où le nom de expérimental. Donc notre timeline, elle est assez simple. En 2023, on a fait ces réflexions autour de cette approche-là, donc vendre un peu le service en interne, hein, vendre cette idée, convaincre un peu tout le monde. En tout cas, suffisamment pour que le dossier arrive à se lancer. On a fait notre choix technique vers fin 2023. Bon, donc sans surprise, en l'occurrence, là, c'est Convertigo. L'équipe a été créée en novembre 2023. Alors, grande équipe, hein, 3 personnes, dont 2 apprentis. On fait comme on peut, hein, on a tous fait pareil. Je détaillerai ça après. Février, on a sorti notre première application. Juin, notre deuxième application. Septembre, notre deuxième version de la deuxième application. Novembre, on a fini il y a quelques semaines la troisième application qui n'est pas encore lancée en prod puisqu'elle est, comme on est du public, elle est en arbitrage dans notre direction générale. Et, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est parti de zéro, ce qui veut dire que ce que j'ai essayé de symboliser avec cette flèche, c'est qu'au début, on a une courbe d'apprentissage de 100%. On apprend 100% et on reuse rien du tout. Et puis au fur et à mesure, il y a des trous là-dedans, symboliquement, considérant qu'à la première appli, on a appris 100% et réutilisé 0%. Puis on a réutilisé 30%, puis on a réutilisé 50%, etc. C'était une petite symbolique. Donc l'approche, elle a été, on a créé une équipe pour la DSI, mais sous-traitée. C'est-à-dire que la DSI nous a dit on n'a pas le temps, on est en pleine réorg. Arnaud, on sous-traite la gestion de l'équipe, fais comme tu veux, et au final on fera un point. Ok, super. Mais ça reste au final une équipe de développement, donc il doit réintégrer la DSI et c'est bien créer une corde à l'arc de la DSI chez nous. Donc approche low-code, sans réelle limitation technique, ça fait partie de la plaquette commerciale de Convertigo, mais pour moi c'était une approche importante, ça veut dire que ça fait partie des arguments que j'ai mis en gras là. On fait de l'innovation, on ne sait pas sur quoi on part, on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on a développé, donc on avance à mieux. Pas de limitation. Il faut que, si on se retourne, j'avais dit à toute l'équipe, toutes les semaines on peut changer les priorités, on peut changer, on est en mode agile au sens réel du terme. Donc pas de limitation technique sur la plateforme de développement. Ça pour nous c'était quelque chose d'important et pas trop complexe non plus, parce qu'on était quand même sur une approche low-code et non pas sur un vrai IDE de développement pur et dur, etc. On a choisi de faire des applications web, donc c'est assez différent il y a pas mal de plateformes qui font des formulaires, très rapidement, très simplement, etc. Nous, c'était pas l'approche. On voulait faire des vraies applications indépendantes, responsives, smartphone, tablettes, installables sur les tablettes en faisant clic droit, installer là, en PWA, truc, ça marche super bien. Open source, c'était un point important. Alors, on est en contrat avec Convertigo, donc
on a un support, on a un accompagnement, on a une formation, mais on a prévu dès le départ que si un jour ce contrat s'arrête, on peut continuer à utiliser les applications en mode, voilà, en mode open source, on installe le moteur, on devient autonome, indépendant, mais ça fait partie des contraintes de réversibilité qui pour nous est un point important. On n'y est pas encore, on n'y est pas, mais c'est... Le mariage est une belle institution, le divorce doit être... Il faut prévoir le divorce au départ. Et l'intégration de librairies externes, ben oui, dès qu'on parle de JS, de Angular, etc., ben évidemment, nos développeurs vont chercher des librairies open source à gauche, à droite, parce que celle-ci, elle est mieux que celle-ci, etc., etc. Je crois sur parole. Voilà. Un point important, c'était la plateforme SaaS ou on-premise sur site. Pour des questions de rapidité, on a décidé de le faire en SaaS, pour éviter de passer 6 mois à approvisionner des matériels chez nous, etc. etc. Mais l'objectif, clairement, maintenant que ça fonctionne, c'est de le rapatrier en interne pour des questions de cybersécurité et d'autonomie. Ça faisait partie de nos contraintes. On a mis la plateforme SaaS en extérieur. Par contre, pas d'interaction avec le SI. Ça, c'est notre RSSI qui a imposé ça. Et on a dit, OK, ben voilà, ça fait partie des règles. Après, techniquement, on monte un VPN, enfin bon, on peut tout faire. Mais nous, on s'est dit, OK, on va faire nos premiers cas d'usage purement extérieurs. Bon, modèle économique acceptable, évidemment. Relation directe, on n'est pas passé par des marchés publics qui prennent un temps fou. Et une relation commerciale directe et saine, dans le sens où on fait de l'innovation, on sait d'où on démarre et globalement ce qu'on va faire, mais on ne sait pas dans 6 mois plus tard, 12 mois plus tard ce qu'on va faire. Donc il fallait une vraie souplesse là-dedans. Et notre approche, elle était très human-centric, pour reprendre les mots à la mode, c'est-à-dire on avait dès le départ 2 développeurs et une UX designeuse. Et tout de suite, on m'a dit, mais non, prends un 3e développeur, enlève l'UX design. Non, non, non. L'UX design, c'est le rôle le plus important dans l'équipe. C'est cette personne qui a fait le relationnel avec les directions métiers, qui a créé les applications, qui a créé les interfaces, qui a fait tous les ateliers de brainstorming, de nommage, d'interface graphique, d'identité visuelle, etc., etc. Ce travail, on a pris le temps de le valoriser, les développeurs réalisant à peu de choses près, enfin quasiment, ce qui était prévu par l'UX design. Donc ce travail d'humain et de relations humaines et d'identification du besoin était extrêmement important. Et donc on n'a vraiment pas pris ce développement comme une approche technique avec des développeurs en frontal, ils font ce qu'ils veulent. Non, non, on a fait de l'UX design qui répond à un besoin. Voilà. Ça, c'est une approche extrêmement importante. En termes d'accompagnement, on est parti de 0. Donc l'équipe, je vous l'ai vaguement dit, c'était 3 personnes en plus de moi. Donc un développeur pro en prestataire, un développeur pro mais junior. Enfin, il a une petite année sorti d'une très bonne école d'ingé, mais une petite année d'expérience de développeur. Bon bah voilà, donc bonne tête bien faite qui a appris très vite mais qui est parti de 0 sur le low-code. Un apprenti développeur, donc lui partait de 0. Et une UX designeuse qui, elle, était un peu plus expérimentée sur le sujet. Mais ça fait, et qui était aussi un apprentissage chez nous. Donc c'était quand même une équipe très, on se débrouille hein, comme on peut. Et ça a fonctionné très bien. On a pris la formation initiale de Convertigo qui permet d'avoir la brique de base, hein, c'est 2 jours de formation sur site. Après c'est de la doc, le support forum, on s'en est beaucoup servi. Les gens, la qualité de la réponse du support technique est importante. Quand on développe, on reste bloqué. Enfin, il ne faut pas qu'on ait une réponse 5 jours après, quoi. Donc on avait des réponses rapides et on avait des réponses étayées. Ils étaient capables de nous faire un mini-projet en disant voici un exemple de code ou de projet, plutôt parce qu'il n'y a pas beaucoup de code, qui utilise le composant dont on vous a parlé, etc. Donc il y avait il y a quelque chose qui est assez intéressant. Et on avait pris un contrat d'assistance technique, un peu au pif, on a pris 32 heures, parce que voilà, j'ai dit 32 heures sur une année, c'est bien. Bon, on a consommé 32 heures sur une année d'assistance technique sur des choses un peu plus sioux, donc typiquement quand on fait des visios pour avoir des explications sur des concepts ou des choses comme ça. Ce que veut dire, par rapport à ce qu'on voit dans les métiers numériques, j'ai envie de dire c'est un accompagnement de qualité, mais c'est un accompagnement en quantité relativement faible. Enfin, c'est pas un support où on paye 200 000 € par an avec du SAP, avec de l'Oracle, etc. Enfin, et l'équipe était quand même très autonome et on a développé beaucoup de composants en interne, on a beaucoup personnalisé, on a une 50aine de composants personnalisés en termes d'UX et de fonctionnement. Voilà. Et puis évidemment, communauté open source, puisqu'on est quand même dans le salon de l'open source. Donc,
évidemment, on a récupéré des libs open source. Alors, ce qu'on n'a pas fait, honte à nous, c'est de se connecter à la communauté, voilà, communauté des clients Convertigo, d'échanger beaucoup avec les autres. On est un peu dans notre tunnel de développement. Cette première application, c'est une application qu'on appelle Ergolab, qui est un outil de gouvernance de notre équipe. Donc c'est en gros un outil de gestion de projet, mais pas technique. On ne va pas gérer les tickets, etc. C'est plutôt quelle application, quelle demande et comment on va gérer nos priorités. Bon, c'est vraiment un outil interne. Le principal objectif de cette application, c'était d'apprendre, en fait. Comment fonctionne Convertigo, comment fonctionne l'approche low-code, quel est ce mode de fonctionnement, les mises en place des process internes de l'équipe en mode agile. Et après on a développé beaucoup de composants, puisque l'interface graphique, technique, on a réutilisé la même à chaque fois. Donc tous les composants du X, les champs select, les calendriers, etc. Donc dans Convertigo, il y a pas mal de composants. Mais comme notre UX designer, elle nous dit ah oui, mais moi je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça, etc. Bon, et qu'on est un peu exigeant. On est allé plus loin. Donc on a pris les composants Convertigo qu'on a tunés, personnalisés, et on a rajouté encore des choses. Et des choses simples, hein, mais un champ select sur une liste déroulante d'agents, par exemple, quel est l'agent référent de l'application ou à qui on donne droit accès à telle appli. Le champ select, on est tous habitués, on tape le nom, c'est autocomplétion, ça nous affiche au bout de 5 lettres la liste des agents dont les noms commencent par les mêmes lettres. Sauf que nous, on a 7600 agents. On n'envoie pas une liste déroulante de 7600 agents sur le navigateur du client. Puis ça serait une fuite de données, ça s'appelle un annuaire. Voilà, donc il faut actualiser en permanence, il faut faire la connexion de la base de données, etc. Donc ce genre de choses un peu sioux, c'est pareil sur les... Ici on voit ça c'est la direction, l'organigramme, on dit l'appli elle est pour tel service, donc elle est où, mais sauf qu'il y a 600 et quelques directions. Le référentiel agent il change toutes les semaines, il y a des entrées-sorties toutes les semaines, le référentiel des directions c'est à peu près tous les mois. Il faut actualiser ça. Ça paraît simple, mais c'est assez complexe. Sur les composants techniques, c'est typiquement comment apprendre à utiliser connexion à une base de données, comment implémenter des statistiques by design, comment se connecter à une API, comment se connecter à notre serveur SSO, en termes de sécurité. Notre DSI, elle est assez stricte, il fallait respecter ces standards, évidemment. On s'est mis bon élève pour vraiment respecter ces standards. Voilà. Donc ça, c'est la première appli. Après, il y a des drag and drop, etc. Bon, c'est... Je voulais simplement faire remarquer ça c'est une qualité du UX designer quand même. Qui a beaucoup travaillé. Qui a fait un beau design. Je voulais simplement faire remarquer que le produit peut s'adapter au pixel près. C'est ce qu'a fait dans notre jargon le pixel parfait. Toutes les plateformes low-code aujourd'hui sur le marché sont capables de faire ça. C'est un problème assez majeur que beaucoup de gens pensent que parce qu'on fait du low-code, on n'est pas capable de faire des applications complexes ou pixel parfait. La réponse est oui. Certaines plateformes peuvent faire, mais d'autres ne peuvent pas. Cette deuxième appli, elle est pour les maisons départementales de proximité, qui sont des maisons où les gens en précarité numérique peuvent venir demander et se faire accompagner. Bonjour, j'ai un PV, je dois payer un PV en ligne, je dois payer une facture en ligne, je voudrais changer d'opérateur téléphonique, j'ai besoin de faire une procédure CAF ou sécurité sociale ou je ne sais pas quoi. Et voilà. Et donc ces gens viennent et se font accompagner par un agent départemental in situ. Et on avait besoin de créer un outil de récolte de l'indice de satisfaction. Est-ce que vous êtes content d'être venu? Est-ce que vous avez appris des choses? Parce qu'il y a une notion d'acculturation. Est-ce que vous reviendrez si besoin, etc. Donc on a fait un formulaire qui est très simple, vous voyez défiler là. En fait, là le maître mot, c'est le formulaire, il est ultra simple. Bon, mais c'est qu'on a réussi à cacher toute la complexité. Le serveur SSO derrière, le chiffrement des données, blablabla. Tout ça, c'est entièrement masqué. Et puis comme c'est des gens qui sont en précarité numérique, il n'est pas question de leur envoyer un QR code, un lien mail, etc. Donc il fallait vraiment du formulaire très simple. Donc il y a eu beaucoup de travail, un peu moins technique, mais surtout UX design. Il est en 9 langues. Et on doit rajouter, on a le vietnamien, de l'ukrainien, l'arabe, du portugais, etc. Et on doit rajouter 3 langues complémentaires. Donc cet outil-là, qui est très simple, a eu 2 versions parce que les immersions sur site ont révélé effectivement quelques améliorations du UX design qui étaient importantes. Mais qui tourne sur tablette, c'est ça? Alors celui-là, il est sur desktop et sur tablette. Sur tablette, ouais. Une tablette Android en fait.
Oui, c'est une tablette Android. On a récupéré la DSI des vieilles tablettes. Il n'y a pas besoin de perf. Enfin, ça fonctionne très bien. Donc on a justifié ça, disons, pour tester. Et puis là, on. Et quoi? Et c'est la PWA ou de l'installer? C'est de la PK installée? Alors c'est une URL qui est mise Ah, en. c'est Ouais, installé. il est même pas installé. Il y a juste un icône fait sur la tablette et sur du browser web standard. Dans CMDP, il y a le réseau Wi-Fi départemental. Donc de toute façon, on accède sans problème à. Tu sais que tu peux transformer ça comme une application installée. Absolument, je l'ai sur mon smartphone. Dans cette appli, on a commencé à réutiliser évidemment un certain nombre de composants. L'interface, vous la reconnaissez, elle est assez simple. Et la troisième appli, donc, alors là je mets toutes les réserves de circonstances, écrit en haut. C'est une appli que l'on a créée de façon expérimentale. On vient de constater que le résultat était bon. Et donc on a proposé à notre direction générale de le déployer à la totalité des agents. Donc ceci est en cours d'arbitrage par notre direction générale et n'est pas encore déployé au niveau des agents. Voilà, ce sont les réserves d'usage. Pour pas que quelqu'un aille répéter que l'on a déployé ça, ce n'est pas encore le cas. Donc là, on a connecté une interface à un LLM, enfin un modèle d'IA générative. Donc on a recréé à peu de choses près un ChatGPT. En fait, on a fait un vrai travail du UX design et on s'est aperçu que 90% des outils d'interface de ChatGPT étaient le bon choix. Voilà. Mais on s'est systématiquement reposé la question, est-ce que les menus sont à gauche? Est-ce que ici les questions sont alignées à droite ou elles sont alignées à gauche? Quel est l'affichage? Donc là c'est 5 millisecondes entre chaque lettre. Est-ce qu'on a une icône qui personnalise, qui humanise l'intelligence artificielle ou pas, etc. Bon, il y a tout ce travail-là pour au final se dire, ouais, en fait on a fait à peu près la même chose que ChatGPT parce que c'est le référentiel et que c'est un bon choix. Notre problématique là-dessus, elle était de créer une IA qui permet de faire gagner du temps, gagner en productivité, reformulation, syntaxe, etc. Génération de contenu, enfin tout ce que peut faire une IA générative, et d'acculturation. L'important aussi, c'est que les agents puissent toucher de l'IA. Tout le monde ne va pas se créer un compte chez OpenAI. Donc appréhender, voir les limites de ce genre d'outils, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, on a une exigence forte, c'est la confidentialité des données. Une des fonctionnalités qui, je pense, va être la plus utilisée, c'est la rédaction d'un compte-rendu de réunion. Quand dans une réunion, il y a des informations de placement judiciaire d'un enfant suite à violence conjugale, violence familiale, chez une ASFAM, donc une famille d'accueil, etc., c'est des informations qui sont extrêmement confidentielles. Il n'est juste pas envisageable ni de créer un service public dépendant d'une force étrangère, donc en l'occurrence un OpenAI, ni avec une fuite de données. Donc on a recréé ça. On a étudié un certain nombre de modèles, etc. Donc là, en l'occurrence, on a choisi un bon mix, donc c'est un Mixtral 8.7b pour les passionnés du style. Il n'y a pas de renforcement, donc c'est que de la culture générale liée au modèle, pour l'instant. Par contre, on a rajouté toute la base de données, l'historique des conversations, donc capacité à dire refais-moi ce message en plus clair. Oui, mais le modèle, il n'a pas de mémoire, donc il faut lui refournir cette mémoire, etc. etc. Coupé, je pense. On attend encore une minute ou deux de questions-réponses. 2 minutes, je fais vite. Voilà, donc derrière c'est pareil, connexion, SSO, base de données, blablabla, etc. Donc ça c'est la troisième appli qui pour nous va arriver je pense dans pas très longtemps, que l'on va améliorer en mettant en place de l'optimisation de modèles, donc plusieurs modèles, puis un choix à la volée de quel modèle on va utiliser de façon à réduire les coûts financiers de demande de modèles, et puis coût environnemental, pour ne pas utiliser un gros modèle quand on a besoin d'un petit modèle, etc. Voilà, je passe un peu plus vite. Pour les questions, alors ce qu'on a fait globalement de bien, je vous l'ai expliqué. Ce qu'on aurait mieux fait, c'est internaliser la compétence, donc ne pas utiliser un prestataire, mais une compétence en interne. Mais projet innovant, c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un qui sort de son travail habituel pour aller faire sur ça. Donc on n'a pas eu en interne, donc on a été obligé de prendre un prestataire. C'est un manque d'internalisation de la compétence pour là-dessus. On a utilisé des bases de données low-code, enfin no-code même, no-code, là où, bon, j'ai les cheveux blancs, je préfère les bases SQL, un peu formé à l'ancienne, donc on aurait pu le faire. Et puis, bon, c'est un détail, disposer d'URL un peu plus courte. Voilà, sur le... C'était très rapide. Question-réponse. On a une minute ou deux, vous en prie. Oui. Et par rapport aux objectifs initiaux, Alors, excusez-moi, Jean. est-ce que vous êtes satisfait par rapport aux objectifs initiaux qui ont lancé cette initiative, notamment en termes de réduction du jeu de réactif?
Alors, oui, clairement on est satisfait. L'expérimentation, l'équipe et la création et l'utilisation des outils Convertigo est une vraie expérience. Favorable dans le sens où notre DSI a dit ok, on récupère l'équipe et on met dans la nouvelle stratégie qu'ils vont déployer dans pas très longtemps la création de ce centre de compétences-là. Donc ça fait partie de leur travail en cours de comment ils arrivent à créer ça, à quel endroit, où ils le positionnent dans la hiérarchie, etc. etc. Les outils sont très bien parce qu'en fait, on n'a pas eu de limitation technique. Voilà, globalement, c'est ça. Ça reste du low-code, très peu de code, mais derrière, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. Après, est-ce qu'on a atteint des objectifs en termes de qualité d'application, etc. Oui, sans aucun problème. Est-ce qu'on a atteint des objectifs de réduction de Shadow IT? Non, parce que c'est pas avec... Et puis c'est pas avec 3 applis que l'on va réduire drastiquement le Shadow IT, qui est comme tout grand sujet ad vitam aeternam. Il y aura toujours plus à faire sur la réduction du Shadow IT, évidemment. Mais ne serait-ce qu'avec ça, effectivement, on réduit. Et dans la recherche des besoins, on a déjà une bonne dizaine ou quinzaine de directions qui nous ont dit nous, on voudrait supprimer notre fichier Excel de 80 MB et à remplacer par ça. Je dis OK. Mais après, il faut sérialiser Donc on a quand même recensé un certain nombre de besoins sur ce Shadow IT-là. Après, on ne va pas le supprimer parce que c'est un vœu pieux. J'ai peur que notre ami dites une dernière question et puis après on Dites-moi. Aujourd'hui, c'est externalisé, vous souhaitez le réinternaliser pour la data et la gouvernance. Ouais, c'est ça. Vous savez, c'est des bases grandissantes, ça pèse combien aujourd'hui si on devait donner un volume de gigabits? Rien. Ça coûte rien. Enfin, les référentiels agents et directions qu'on a répliqués en externe, c'est, je crois que c'est 1 méga ou 2 mégas, etc. Le formulaire qui enregistre les données, on a 600 ou 700 lignes Excel avec 15 colonnes. Enfin, c'est peanuts, ça se compte en quelques kilos. Là où ça va monter vite, c'est l'IA, qui est pas en prod, donc voilà, mais ça va être des questions-réponses comme on fait sur un chat GPT ou je ne sais quoi, donc ça va se compter en kilos. Sachant que la base de données no-code qui est incluse dans Convertigo, on peut partir sur des centaines de gigas. Il n'y a pas de limite sur la tête de la base. Voilà. En fait, tu supposes PostgreSQL qui est derrière. Donc voilà. On doit partir. Après, on est là s'il y a besoin.